Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Alors Frédéric Boll, bonjour. Vous Bonjour. êtes président du directoire de Swiss Life Asset Management. J'avais une première question. Je souhaitais savoir où vous en étiez concernant votre stratégie ESG. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous êtes inscrit depuis un certain nombre d'années. Vous avez d'ailleurs nommé une nouvelle personne responsable de ce secteur au sein de Swiss Life. Est-ce que c'est une création de poste? Et si oui, en quoi c'est révélateur de votre volonté d'aller accentuer sur cette question? Alors, effectivement, on a toujours été engagé dans l'ESG. On avait signé les PRI en 2009. Donc, on faisait partie des premiers acteurs à signer les PRI. Et donc, nous avons mis en place une stratégie ESG pour un certain nombre d'investisseurs. Et en fait, on a accéléré depuis 2-3 ans en investissant beaucoup sur le sujet ESG. Et c'est vrai qu'effectivement, on a créé un poste avec un aide ESG, donc un responsable de l'ESG pour l'immobilier, Bruno Blavier, pour le nommer, qui est arrivé il y a quelques mois. Donc c'est une création de poste. Et donc son objectif, c'est de structurer notre démarche ESG en termes aussi bien vis-à-vis des clients, vis-à-vis en termes de reporting, en termes de data aussi. Vous savez que pour l'ESG, la data, pas que pour l'ESG, mais la data, c'est clé pour pouvoir justement mesurer nos efforts en matière d'ESG, pouvoir les reporter aux clients en interne, à la direction, etc. Donc nous continuons à nous développer sur l'ESG. Alors nous avons aussi mené, alors quand j'avais la casquette ASPIM aussi, quand j'étais président de l'ASPIM, on avait créé le label ISR pour l'immobilier. Il existait pour les valeurs mobilières. On l'a mis en place pour l'immobilier. Donc du coup, nous avons bien sûr opté au niveau de Swiss Asset Manager France pour faire labelliser un certain nombre de fonds, notamment en immobilier. Donc on a 9 fonds labellisés, ça représente environ 3 milliards d'euros. Et donc sur ces fonds, sur ces 9 fonds, il faut savoir qu'on en a 3 fonds à impact. Donc ça c'est important de le dire. Donc article 9 SFDR, ça représente 600 millions ces 3 fonds-là. Et donc nous continuons bien entendu à mener une stratégie ESG ambitieuse. On veut faire partie vraiment des leaders sur l'ESG. Ça répond à une demande forte de la part des clients institutionnels. Aujourd'hui, alors c'est moins le cas, faut le dire, pour les particuliers, mais ils y viennent progressivement. Ça sera plus long, ça sera plus lent, mais ils y viennent. En revanche, pour les institutionnels, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont convaincus. Tous maintenant mettent en place pour leurs investissements, une démarche ISR ESG. Donc nous la proposons en immobilier de manière très active, de manière très proactive pour un certain nombre de clients phares que je ne vais pas nommer ici, mais pour une caisse de retraite publique et aussi pour une mutuelle d'assurance importante. C'est la question, justement j'allais rebondir sur ce que vous avez dit, en sachant que les institutionnels aujourd'hui réclament ces critères ESG, que c'est vraiment un facteur déterminant pour eux. Vous situeriez à quel moment justement cette bascule qui a été opérée sur cette prise de conscience et sur cette volonté accrue désormais d'aller accentuer leur stratégie sur ces thématiques? Alors moi je la situerai à peu près, alors pour l'ensemble, certains nationaux étaient plus précoces que d'autres, donc je dirais il y a 5-6 ans, peut-être même un peu plus pour certains. Pour l'ensemble des nationaux, en moyenne, ça fait depuis 2-3 ans, notamment avec l'article 76 qui leur a demandé de faire un reporting en matière ESG. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience en plus de tout ce qui est aussi lié au climat, plus maintenant des objectifs en matière de décarbonisation des portefeuilles. Donc nous-mêmes, on a mené là-dessus, on a développé au niveau de Swiss Asset Manager un outil de modélisation de la trajectoire carbone des fonds immobiliers que nous avons en gestion. Donc l'outil permet on a un scénario 1,5 degré sur les standards du Carbon Risk Real Estate Monitor. Et donc cette outil de modélisation nous permet de définir l'impact carbone et de le mesurer et de voir comment on va atteindre et si on atteindra les objectifs à horizon 2030. Donc ça c'est important, on s'est fixé cette feuille de route là, elle est ambitieuse, mais on a déjà commencé depuis 2 ans à la mettre en place. Et vous considérez effectivement que c'est également un élément différenciant entre les différents acteurs de l'immobilier, c'est-à-dire entre ceux qui vont au-delà des réglementations fixées par l'État, parce qu'on sait que l'État fixe un certain nombre de réglementations, mais il y a
ceux qui veulent aller au-delà justement, et vous considérez que c'est un élément différenciant? Pour moi, c'est un élément différenciant, c'est un élément stratégique pour Swiss Asset Manager, c'est très différenciant. Voilà, on ne fait pas que, respecter ce qu'on nous demande, ce que nous impose la réglementation. C'est bien d'aller au-delà. On l'a toujours fait. Quand on a signé les PRI, personne ne nous obligeait à signer les PRI en 2009. Ensuite, le groupe les a signés en 2019 ou 2018, si je ne me trompe pas. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est d'aller au-delà, de faire partie des leaders en matière d'ESG sur l'ensemble des portefeuilles que nous gérons. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment stratégique. On va revenir un petit peu sur l'année écoulée, c'est-à-dire sur l'année 2022. Comment vous la définiriez? On sait que c'est une année un petit peu à deux vitesses, notamment pour le contexte géopolitique et international à partir de février 2022, dont les impacts se sont plus ressentis sur le second semestre. De quelle façon tout cela a impacté votre activité? Comment vous évalueriez justement cette année 2022? Alors l'année 2022 a été une année effectivement très exigeante. Alors d'abord, c'est vrai que le premier semestre a été un semestre à peu près normal, on va dire. En revanche, un deuxième semestre beaucoup plus atone en matière de transactions. Donc nous avons au total réalisé 900 millions d'euros d'acquisition. À peu près 700 millions d'euros de cessions. On avait déjà entamé des cessions depuis 2-3 ans pour se recentrer. Si vous vous rappelez, on avait acheté notamment le portefeuille Tereis, un portefeuille d'immobilier de bureau pour environ 1,7 milliard. Donc de l'immobilier de bureau sur Paris, dans Paris Intramuros, parce que c'était vraiment, j'ai voulu initier un mouvement de flight to quality. Ce qu'on a fait, avec plutôt, finalement, rétrospectivement, c'était une très bonne chose. Et on a cédé un certain nombre d'actifs que l'on avait plutôt en périphérie, ou des actifs qui étaient un peu bancals pour certains, il faut être clair, même en les travaillant en termes d'asset management. Donc on les a cédés dans la hausse du marché, ce qui était plutôt pas mal. Et voilà. Et on a continué ce mouvement de cession en 2022. Où on a vendu à peu près pour 700 millions d'euros, ce qui est assez important pour nous. On n'est pas vendeur naturellement, je dirais, on est plutôt un investisseur de long terme. Et là, on avait pas mal vendu. Non pas par anticipation d'un marché qui allait baisser ou autre, parce que simplement, c'est en matière d'allocation sur les différentes classes d'actifs, de réallouer nos capitaux sur des classes d'actifs où on a plus, on pense, d'opportunités, de conviction et de visibilité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas systématiquement dans une volonté de cession, mais c'est vraiment au cas par cas. Et là, le fait est qu'il y a un certain nombre d'actifs que vous avez décidé de céder justement pour orienter vos capitaux sur d'autres. Exactement. Par exemple, on faisait de la logistique et là, on a eu des bonnes opportunités en logistique urbaine. Ouais. Donc, c'est même pas périurbaine ou du dernier mile. C'est carrément, là, c'est plus le dernier mile, c'est les derniers mètres. Et donc, on a fait de très belles acquisitions l'an dernier là-dessus, par exemple. Aussi beaucoup en santé. On a développé la santé, on a levé des fonds sur la santé. Donc on a assez, en tout cas, investi sur l'année 2022 en santé et aussi en hôtellerie, où là le marché est reparti. On est pôle de compétences hôtellerie pour l'ensemble du groupe, Swiss Life, quel que soit le pays. Donc nous avons investi dans plusieurs hôtels et aussi dans des campings. Et on a des ambitions clairement sur cette classe d'actifs qu'est l'hôtellerie, notamment parce qu'aujourd'hui les fondamentaux sont bons et on voit qu'on a retrouvé les chiffres de 2019 en matière de fréquentation, de taux d'occupation. Donc ça c'est intéressant, puis des prix qui ont aussi augmenté. Donc finalement une reconstitution des marges que les hôteliers, après quelques années de souffrance, on peut dire, de la pandémie, donc maintenant reviennent à des jours meilleurs. Et effectivement, on accompagne ce mouvement-là. Vous avez évoqué plusieurs secteurs stratégiques, la logistique, l'hôtellerie. On pourrait également mettre dans l'eau tout ce qui est résidence gérée. On voit qu'il y a un essor extrêmement important. C'est une typologie d'actifs sur lesquels vous vous destinez ou pas forcément? Alors on a investi déjà pas mal, notamment on a fait partie, je crois, on devait être la première société de gestion à investir sur la résidence étudiante. D'accord. On a même fait 2 portefeuilles dédiés aux résidences étudiantes. Donc on connaît bien cette classe d'actifs là. On l'a fait aussi pour la santé, et l'an dernier on en a fait pas mal. Donc on continue à investir dans les résidences gérées, effectivement. Et pour parler de cette année, pour parler de 2023, est-ce que vous pourriez nous dresser en quelques grandes lignes, on va dire, les perspectives de Swiss Life ?
Alors, au niveau des perspectives, il faut reconnaître que le marché, en tout cas le premier trimestre, est à l'identique du dernier trimestre de l'année 2022, donc il est à tonnes, il faut être clair. Donc c'est vrai qu'en termes d'opportunités, on cherche d'opportunités. Alors on en a, quand on cherche, on en trouve, et qui correspondent à nos classes d'actifs. Donc ce qu'on veut développer, c'est les campings. Donc là-dessus, on est très présent, toujours l'hôtellerie et les campings. Sur la santé aussi, là on a des opportunités en matière de santé. Et donc on est en train on est rentré en due deal sur un portefeuille santé relativement important. Pas en France, à l'étranger. Et puis sur les autres classes d'actifs, on maintient nos ambitions. On a fait notamment en 2022 un JV, donc un joint venture avec Nordjysk Bank, donc NBIM, pour investir sur Paris et sur Berlin. Et donc on a fait une belle opération avec eux en 2022. Puisqu'on a acquis déjà un immeuble de bureau dans Paris, QCA, et puis un immeuble aussi sur Berlin, et le total représente 700 millions d'euros. Et donc l'ambition, c'est de continuer à investir avec eux à travers ce JV. Donc on a un objectif assez ambitieux avec eux sur les 2 prochaines années. Donc on va continuer à chercher à investir sur de l'immobilier de bureau entre Berlin et Paris, parce que c'est ça qu'on cible en matière pour la stratégie d'investissement qu'on va développer ensemble. Et on va continuer à investir aussi sur le bureau pour l'ensemble des portefeuilles que nous gérons, et bien entendu avec un angle ESG clair, comme je l'indiquais précédemment. Merci beaucoup Frédéric Boll. Merci. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, à retrouver sur imoweek.fr.